Oui, pour introduire le LGBTQ+, je vais appuyer sur une féministe qui a encore, comment dirais-je, un substrat un peu marxiste, qui a une époque où la contradiction n'est pas totalement exacerbée. Et c'est Marie-Jo Bonnet, d'ailleurs, des Gouines rouges. Donc on voit bien qu'il y a Gouines, féministe, mais rouge, c'est quand même communiste. Et elle dit bien ce féminisme actuel LGBTQ+, est le triomphe du masculinisme par les femmes. Depuis quelques jours, une campagne de planning familial mettant en scène un homme enceint fait polémique. Pourquoi est-elle problématique selon vous ? Cette campagne est un vrai scandale. C'est une véritable dépossession de la maternité des femmes. Ce qu'il y a de spécifique aux femmes, c'est-à-dire la différence des sexes, c'est quand même la possibilité de faire des enfants. Donc on a affaire ici à un détournement de la puissance maternelle des femmes au profit d'une idéologie de l'autodétermination de l'identité de genre. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche ? Une femme née biologiquement femme et qui s'identifie comme un homme, elle a gardé donc son utérus. À côté d'elle, il y a aussi un homme. C'est la victoire totale du genre masculin qui est célébrée par le planning. Puisqu'effectivement, elle a bien identifié que quelque part, c'est l'injonction pour les femmes de devenir des hommes comme les autres. Voilà. Or, les femmes ne seront jamais des hommes comme les autres. Ça peut être une punchline aussi, on va la garder. Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Voilà. Donc, ça me permet d'introduire mon LGBTQ+, par, on va dire, des féministes intelligentes. Parce qu'il y a une guerre quand même interne au féminisme. Il y a des féministes qui sont encore dans quelque chose d'un peu raisonnable. Par exemple, pour Marie-Jo Bonnet, elle est lesbienne. Et elle veut avoir le droit, et c'était son combat dans les années 60-70, de pas être montrée du doigt, parce que son goût naturel, d'ailleurs, qui lui échappe, c'est pas un choix, c'est... Vous découvrez que vous êtes homosexuel, ça aussi. L'idée « je suis fier de » ou « c'est mon choix », c'est totalement faux. On découvre qu'on est homosexuel et à un moment donné, on se retrouve en but avec une société hétéronormée, ce qui est d'ailleurs normal puisque c'est fonctionnel l'hétérosexualité et que l'homosexualité c'est marginal dans tous les sens du terme, mais ça ne veut pas dire que la marge n'a pas le droit d'exister. Donc à un moment donné, il y a un combat de lesbiennes, les Gouines rouges, qui disent « nous voulons avoir le droit d'être respectés dans la société, et même d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue de l'héritage, de pouvoir être en couple avec une femme, en pouvant transmettre au niveau de l'héritage et des trucs comme ça. » Donc c'est des combats que moi je ne récuse pas comme un gros droitard méchant. Voilà, il y a des femmes qui sont homosexuelles. En général, ce qui me gênerait, c'est qu'elles remettent en cause l'hétérosexualité comme quelque chose d'anormal. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Les LGBTQ te disent en gros que l'hétérosexualité, c'est de la domination masculine, et qu'en réalité, tous les hommes sont des homosexuels qui s'ignorent. Ça, c'était déjà... ça fait 20 ans qu'on essaye de nous le coller. Et qu'en fait, le destin de la femme, c'est d'échapper à la prédation sexuelle masculine, et donc de se tourner vers autre chose. Et là, on arrive dans la folie LGBTQ+, qui n'est pas une pensée qui essaye de dire qu'on ne peut pas réduire l'homme ou la femme à son être naturel. On n'est pas dans l'articulation du corps et de l'esprit, on est dans l'opposition stricte de l'esprit au corps, c'est-à-dire la femme, pour devenir réellement femme dans la société et s'épanouir, on est toujours dans cette idée que comment trouver l'épanouissement, doit renoncer à son corps de femme. Je me suis fait opérer en 2019. Quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai pleuré de joie du coup, parce que c'était vraiment un sentiment de liberté. J'étais très content, même si j'avais vu mon torse, même pas 10 secondes. Mais voilà, j'étais vraiment très content. Et que donc, aujourd'hui, non seulement l'émancipation, la liberté, mais même la possibilité de se transcender vers l'être, serait le changement de sexe. Et on vous fait croire, qu'on peut changer de sexe, ce qui est un mensonge, on peut pas. On peut simuler, on peut caricaturer, mais on peut pas changer de sexe. Je vais le dire tout de suite avant d'oublier, c'est-à-dire que un homme transgenre est une femme, mais un homme transgenre ne peut pas féconder. C'est-à-dire c'est une femme qui a pris des hormones, mais qui a encore gardé son organicité féminine, mais qui a simplement un peu une tête d'homme parce qu'en général elle a des poils. Mais ça, c'est une femme à barbe. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une femme transgenre est un homme, et une femme transgenre ne peut pas enfanter. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire passer pour des gens qui ont changé de sexe grâce au progrès de la technique et à l'émancipation. Quelque chose qui traditionnellement s'appelait les travestis et les femmes à barbe. Et c'était voué à la prostitution, au carnaval et au cirque. Il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on en fait des modèles d'émancipation, voire même une injonction à l'émancipation. On nous vend un premier mensonge
qui est déjà que pour s'épanouir, souvent, quand on a des problèmes d'être, en général d'ailleurs on s'appuie sur la crise adolescente, hein, on explique à des adolescents en crise, alors l'adolescence est une crise en soi, une crise de l'identité, et par la puberté forcément une crise de l'identité sexuelle, par un travail militant et un travail de manipulation, on explique à des jeunes en période de crise d'adolescence, au lieu de les accompagner sérieusement, qu'en réalité, ils sont en crise parce qu'ils ne sont pas dans le bon sexe. I was only 12 years old when I told my parents that I was a boy. Like many parents in that situation, they didn't have a clue what to do. They were scared and desperate for answers. They wanted what every parent wants for their child, for me to be okay and thrive. At 13 years old, on the advice of so-called medical professionals, I was put on puberty-blocking medication, and only a month later, I was given my first testosterone injection. The gender clinic presented my parents with the classic false dichotomy regarding children with gender dysphoria. Would you rather have a dead daughter or a living son? Et donc, ce que j'ai remarqué moi, c'est qu'en fait, les 3/4 des jeunes qui veulent transitionner sont en fait des filles qui, à la puberté, victimes de l'idéologie dominante qui est le féminisme masculinisant, conçoivent leur féminité en devenir comme une infériorité sociale, et donc pour se transcender vers l'être, c'est-à-dire s'épanouir, pensent que ça passe par devenir des hommes. Depuis quelques années, les experts observent un véritable boom. Toujours plus de filles éprouvent le sentiment que leur sexe ressenti ne correspond pas à leur sexe biologique. Elles représenteraient environ 80% des personnes trans en Allemagne, où il n'existe pas de chiffre exact à ce jour. Mais certains pays européens recueillent ces données. En Suède, entre 2009 et 2019, les diagnostics de dysphorie sexuelle chez les filles de 10 à 24 ans sont passés de 103 à 1187, soit 11 fois plus. Au Royaume-Uni, l'an passé, 2177 filles mineures ont été adressées à une clinique pour la même raison. C'est 15 fois plus qu'il y a 10 ans. La proportion de filles s'élevait là à 70%. C'est quand même ça, la vraie réalité statistique cachée derrière le LGBTQ+. Il y a beaucoup plus de filles qui veulent devenir des garçons que des garçons qui veulent devenir des filles. En réalité, ce sont des personnes qui ont intériorisé un discours féministe qui est victimaire et totalement... dévalorisant pour la féminité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un féminisme qui en arrive au point que les jeunes filles se disent que ce qui pose problème, en réalité, c'est leur féminité elle-même. C'est la cause même de leur oppression. Et en tant que femmes, elles seront toujours victimes de l'oppression. On a quand même ce sentiment-là, qu'il faut que ces jeunes filles soient des garçons comme les autres pour pouvoir échapper à cette malédiction d'une féminité qui n'est que malheur, qui n'est qu'infériorité. Donc je répète, de toute façon, ils ne deviendront pas des garçons et des filles au sens réel du terme, qui est la possibilité d'enfanter pour les uns et de féconder pour les autres, ce qui veut dire que c'est une double stérilisation, hein, si c'est accompli jusqu'au bout. Donc on est là dans le projet mondialiste de la dénatalité. D'ailleurs, immédiatement, vous voyez pourquoi il y a PMA, GPA, et pourquoi on habille ça de transhumanisme et d'hommes augmentés, alors qu'en vérité, ce sont des êtres diminués, puisqu'en fait, ce sont des hommes amputés de leur capacité de féconder et des femmes amputées de leur capacité d'enfanter. Alors, en plus, il faut le dire avant d'oublier, ces protocoles hormonaux qui sont la transition nécessaire et qui font que des filles se mettent à ressembler à des garçons, parce qu'effectivement, par la manipulation des hormones, elles ont de la barbe, les seins, etc. Et les hommes, eux, se féminisent par la voix, les cheveux qui poussent et d'autres choses. On maîtrise à peu près ça. 1, sur le long terme, ça génère des cancers. 2, pour que ces féminités ou ces masculinités se maintiennent, ces protocoles hormonaux doivent être répétés toute la vie. Et il y a après des conséquences, évidemment, là, en revanche, sur la santé. On sait que là, ça a des conséquences. Ça fragilise les corps. Et on sait aussi que ce sont des personnes qui, toute leur vie, devront prendre ces hormones croisées, parce que sinon, le corps reprend le dessus. Ces transitions, qui sont des mutilations sexuelles, coûtent très cher d'un point de vue de ce que ça coûte en chirurgie, dont sont du charcutage d'apprentis sorciers, que si on avait imputé ça à Joseph Mengele, on dirait que c'est consubstantiel au nazisme et que ça mérite le tribunal de Nuremberg. J'ai regardé des vidéos d'opérations, par exemple
de femmes qui veulent devenir des hommes, parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent, j'ai regardé ça sur Internet, on dit d'ailleurs d'éloigner les enfants. Hein. C'est monstrueux, et c'est des opérations qui durent 8 heures, qui sont souvent, une fois que c'est validé par un pseudo-psychologue, remboursées par la sécurité sociale, alors que la recherche médicale a quand même d'autres choses à faire. Il y a des amputés du travail qui aimeraient bien avoir des prothèses un peu plus modernes que ce qu'on leur propose, etc. Il y a des chirurgiens qui se spécialisent dans le changement de sexe, qui est, je le dis, pour moi, une infamie, une escroquerie, et qui conduit, on le sait, le plus souvent, quelques années après, au suicide, puisqu'en fait, c'est des transitions inabouties et qui trouvent que l'être final n'est ni un homme ni une femme à la fin. Il est dans une errance et une souffrance à la fois physique, avec les effets secondaires, psychologiques et sociales, parce que je veux dire, qui veut d'un espèce de travelot, il faut voir ce que ça donne réellement, qui a envie de se faire pénétrer par une femme qui s'est fait greffer un sexe, qu'on lui a fabriqué comme une saucisse en lui amputant un morceau du muscle de l'avant-bras, ce qui a nécessité de l'amputer d'une grosse partie de sa peau de la cuisse, ce qui a nécessité de détruire son appareil reproducteur féminin pour lui fabriquer un sexe qui est une saucisse dont les grandes lèvres sont censées représenter des testicules. Donc ça, c'est le scrotum définitif. Bien sûr, les cicatrices vont s'amenuiser et le scrotum va se régulariser. Hein, et voilà l'idée. Voilà. Ici le scrotum et ici la verge. Le danger même, c'est l'éclat de rire et le cri d'effroi quand on voit ce soi-disant homme se déshabiller, avec en plus, évidemment pas d'éjaculation, une érection qui ne peut être fabriquée que par un système de poire à injection, etc. Enfin, je veux dire, c'est une monstruosité, et je pose la question, comment peut-on s'épanouir dans cette situation-là? Qui peut-on trouver comme conjoint? Et en réalité, qui derrière, je veux dire, a intérêt à tout ça, et qui tire les ficelles? Et là, on a toujours pareil. On a le grand capital qui est resté ce qu'il est toujours, d'une cruauté, d'une méchanceté et d'une froideur totale. Et on a donc aussi le fait que ces transitions, quand on calcule que ça coûte du début à la fin, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc on a derrière Big Pharma, marché de l'hormone, marché de la transition, et on a aussi une extension du marché de la chirurgie esthétique un peu saturée, qui devient le marché du changement de sexe, hein, avec derrière les mêmes, hein, c'est-à-dire les charcutiers et les bouchers de cette chirurgie, je veux dire, chirurgie de l'inutile, qui part toujours d'un trouble psychologique qui devrait être géré avec amour et respect, et qui manipule ce trouble psychologique qui est typique de l'adolescence, je le répète, et de la crise de l'adolescence, pour faire de la manipulation politique un marché, et qui se traduit par une amputation, une stérilisation, et derrière quelque chose qui va vers la maladie physique, le trouble psychologique, le drame social et souvent le suicide. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After surgery. But that's transphobic to say. Alors les LGBTQ qui sont pas à une saloperie près vous disent que s'il y a beaucoup de transitionnés complets qui se suicident, c'est à cause du regard des autres et du manque d'acceptation de leur sexe non genré, hein, voilà. Alors qu'en fait non, c'est-à-dire que n'étant plus ni des hommes ni des femmes et étant dans des souffrances insupportables qui sont et physiques et psychologiques et sociales, eh ben ils finissent par mettre fin à leur jour. Ce qui me fait dire que moi, on sortira de cette idéologie LGBTQ dans quelques années, et il y aura, j'espère, un Nuremberg de ceux qui ont manipulé ces jeunes en souffrance. Et je rappelle que moi-même, je vais avoir un procès sur ce sujet-là en Suisse, et c'est le discours que je compte tenir. Hein, voilà. Il n'est pas question d'abandonner notre jeunesse naturellement qu'on doit accompagner au moment de l'adolescence, à ces apprentis sorciers, à ces charlatans, à ces bouchers et à ces marchands de mort. Hein, et la question est de protéger la jeunesse. Voilà. Et malheureusement, c'est une des extensions que je dois faire, la jeunesse est la catégorie la plus facilement manipulable politiquement, puisque c'est l'époque où on veut être absolument, c'est l'époque où on confond la psychologie familiale et le politique. Je l'ai expliqué déjà dans mes livres où on confond meurtre du père et lutte des classes chez le garçon. Ça donne des films italiens comme Cher Papa, très intéressants, qui sont sortis d'ailleurs comme par hasard dans les années 60-70. Et puis chez la jeune fille, ça donne le combat féministe conçu comme un combat politique. J'essaye de tenir mon langage, mais je suis là pour défoncer
le patriarcat. Hein, voilà, donc évidemment, il y a toujours cette même manipulation, cette réduction du sérieux au frivole. Mais je vous dis, c'est une manipulation scandaleuse de la jeunesse, qui n'est même plus, je dirais, la manipulation traditionnelle de la jeunesse, qui s'appelle la mode. Parce que, évidemment, on sait très bien que les jeunes qui ont un problème d'affirmer une identité qui est en construction et qui veulent gagner du temps, pour affirmer leur identité, passent par des signes extérieurs, parce qu'ils n'ont pas le vécu pour affirmer cette identité. Et ça s'appelle la mode adolescente. Et on voit bien qu'elle a explosé dans les années 60, avec notamment Carnaby Street et l'Angleterre. Et effectivement que la mode des jeunes devient un marché très important. Alors qu'avant, il y avait l'enfance, il y avait l'adulte, et entre les deux, il y avait une période très courte, qui était la période, on va dire, de l'apprentissage de l'âge adulte, où on voit bien qu'un enfant était habillé en enfant, puis après il était habillé en jeune adulte. Il n'y avait pas... Même quand on voit les 68ards qui jettent des pavés, ils sont pas habillés en jeunes, ils sont habillés en jeunes adultes. Hein. Ils ont des vestes en tweed, ils ont des chemises, parfois même des cravates et des chaussures en daim, hein, en gros. Et donc on voit bien que ce marché de l'adolescence, qui était le marché de la mode, en fait s'est étendu de manière dangereuse, parce que on peut, quand on est jeune, se laisser pousser les cheveux, puis les couper plus tard quand on veut trouver du travail. On peut se les teindre en rouge, et puis après les déteindre. On peut déjà, ce qui était plus grave, se mettre des boucles d'oreilles, des piercings. C'était déjà un peu plus grave parce qu'on est déjà dans de la mutilation physique. Hein. On peut se tatouer, ce qui est déjà un drame, parce que le problème, c'est le détatouage. Parce qu'on est très content de se faire un tatouage à 20 ans, mais le problème des tatouages, c'est que c'est relativement irréversible. Et là, on est passé avec le LGBTQ à tu peux changer de sexe comme tu peux changer de mode. C'est-à-dire que tu peux passer effectivement de hippie à new wave. C'était pas très grave, on l'a fait. Mais là, aujourd'hui, tu peux passer de garçon à fille ou de fille à garçon. Et ça, c'est un mensonge mortifère, je le dis bien. Hein. On ne peut pas changer de sexe comme on change de look, hein, parce que ça va être ça la punchline. On ne peut pas changer de sexe comme on change de look. C'est un mensonge, et ce mensonge est mortifère. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est de la mutilation qui conduit à la mort, hein, voilà. Et je pense que dans 10 ans, ce que je dis aujourd'hui, comme d'ailleurs j'ai passé ma vie à avoir toujours de l'avance, et on vérifie toujours que ce que j'ai dit, c'est vérifié, et on essaie de cacher que je l'avais dit avant les autres, hein, vous verrez que dans 10 ans, il y aura, je pense, un procès général de ces apprentis sorciers, de ces marchands, et de ces bouchers, et de ces marchands de mort, qui sont aujourd'hui les manipulateurs du LGBTQ+, qui sont des adultes, qui manipulent des jeunes, on va dire, en relative souffrance. La souffrance adolescente, ça s'accompagne, ça se gère, ça ne se, comment dirais-je, instrumentalise pas en marché et en destruction, hein, et en mutilation. What's the youngest patient that you've operated on? The youngest patient I've done vaginoplasty on is age 16. Do you worry that minors just don't understand enough about themselves? They're not neurologically developed enough yet to make permanent life-altering decisions? Absolutely not. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est sans doute le sujet le plus important actuellement, parce que je vous dis, on est là dans un truc qui consiste quand même à stériliser la jeunesse occidentale. Parce que comme vous l'avez remarqué, le LGBTQ+, l'Afrique n'en veut pas, le monde musulman n'en veut pas, l'Amérique du Sud y résiste, bien que là je me fais souci avec ce qui est passé à Cuba récemment, mais on va dire que les sociétés encore un pied dans le traditionnel n'en veulent pas, et surtout dans le monde, on va dire, occidental, la Russie n'en veut pas du tout. Вот традиционного подхода, что женщина это женщина, мужчина мужчина. Мама это мама. Но надеюсь, что у наших народов России, хватит внутренних, глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями и окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей. C'est pour ça que Poutine est quand même notre héros actuel, parce que c'est celui qui lutte contre ces saloperies, mais qui, contrairement à moi, en a relativement les moyens. Voilà, est une locomotive politique. Alors que moi, malheureusement, j'ai pas les moyens de faire plus qu'agitateur d'idées persécuté. Hein. Je rappelle que j'ai été pour ce discours critique de vérité, chassé progressivement, inéluctablement et intégralement de tous les réseaux sociaux porteurs. Hein. Je suis plus youtubeur de fait parce qu'on m'a viré de YouTube, mais on m'a aussi viré de Twitter, on m'a viré d'Instagram, on m'a même viré de TikTok. Donc pour les gens qui disent « Ouais, Soral, on le voit plus tellement », ouais, on le voit plus tellement, bah oui, parce qu'on m'a coupé la télé, hein, voilà. Donc par contre, je fais toujours le travail, hein, comme je le rappelle, hein, quand même, hein, j'ai jamais cessé de faire le travail.